Je suis une femme de 46 ans, mère d'un adolescent de 25. Apparemment, cette maman a des problèmes de communication avec son fils. Mon rôle, entre parenthèses, c'est celui que je me suis donné en tout cas, étant de lui apprendre, et de lui apprendre l'autonomie. Alors, elle nous explique dans le texte que vous pourrez donc lire ci-dessous qu'elle hésite à lui offrir un ou plusieurs de mes séminaires, et si oui, lesquels, car le jeune homme a des problèmes dans l'entreprise qu'il embauche, il a l'impression que le monde est injuste, de ne pas se sentir reconnu et de ne pas approuver la gérance du patron, sa vie sentimentale et amoureuse est chaotique, ses parents, il s'est drogué, il a arrêté, ses parents pensaient qu'il avait des pensées suicidaires, bon bref. Je reprends mes phrases surlignées. Parce que je suis sa mère, je ne peux le laisser agir ainsi sans lui rappeler quelle éducation il a reçue. J'entends lui faire comprendre que ce n'est pas parce que je suis sa mère que je tolérerai tout au nom d'une pseudo-tolérance maternelle obligatoire. Alors, j'ai appelé son père et nous avons entrepris de l'emmener à l'hôpital car il ne voulait pas aller consulter un psy quand il avait une vingtaine d'années. Au bout d'une longue période où il déprimait à ne pas savoir quoi faire, hygiène de vie déplorable, et il se droguait. Donc sa vie sentimentale est assez chaotique pour faire court. Je me trouve donc devant un dilemme pour vos séminaires. Soit je me dirige vers l'enfer du salariat pour qu'il tente de démêler cette problématique précise avec son entreprise, soit je me dirige vers une approche plus générale, le côté obscur de H, par exemple, afin de l'aider à mieux se connaître. Ou je pourrais éventuellement considérer d'acheter les deux, mais ma limite de budget serait atteinte. Question importante, est-ce une fausse bonne idée qu'une mère offre cela à son fils? Ne faudrait-il pas que la démarche vienne de lui, surtout avec ma volonté de le rendre autonome? Je vois d'une façon assez différente cette idée que le cas d'une mère insistant lourdement pour que son fils consulte un psy, je n'ai pas compris la dernière phrase, me serais-je trouvé une tactique juste pour avoir à compenser un sentiment d'impuissance, ne pas avoir à me confronter et à devoir l'accepter. Alors je vais déjà, une fois n'est pas coutume, par commencer par les parties du courrier auxquelles je ne peux répondre, car simplement elles échappent à mon champ d'analyse, elles échappent à mon champ de compétences. Je ne voudrais pas être accusé... il paraît qu'on aime bien quand j'ajoute du jargon un petit peu technique, c'est une volonté que j'avais depuis le début de l'exercice de cette profession dont j'ai dessiné les contours, car elle n'existait pas, on n'appliquait pas avant moi la sociologie aux relations amoureuses, ou en tout cas, vous pouvez aller lire du sociologue à moustache, la Kaufmann, mais enfin vous allez très très vite avoir envie de rire ou de pleurer, on ne sait pas. Donc avant moi, ça ne se faisait pas, en tout cas pas ainsi, et on m'a dit qu'on appréciait beaucoup de s'instruire dans mes vidéos et d'élargir son champ lexical, donc d'apprendre des mots. Alors je vais vous apprendre un mot aujourd'hui, en tout cas un petit nombre d'entre vous, j'imagine que la grande partie le savent. Quand on se confronte à ce qui échappe à son champ de compétences, quand on se met dans l'incapacité de répondre, on se rend victime, on se rend coupable, pardon, d'impéritie. L'impéritie, c'est quand on est un petit peu impuissant à faire face et à apporter des solutions. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien que je leur apprenne des mots. Alors, vous ne m'accuserez donc pas d'impéritie, puisque je vais donc volontairement, par souci d'élégance et d'honnêteté, capituler sur certaines parties du message. Donc je vais capituler sur la partie psychologique. Évidemment, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas psy. Il serait bien que les psys pensent, et la sagesse et l'élégance de faire de même quand on leur pose des questions qui ne leur reviennent pas. Donc je ne sais pas, je ne saurais pas, Stéphanie, coïncidence, elle s'appelle Stéphanie, cette maman, je ne saurais pas, Stéphanie, te dire si tu ressens un sentiment d'impuissance ou d'autre chose, je ne saurais pas te dire si tu le compenses, je ne saurais pas non plus te dire si tu dois, si accepter ton impuissance passe par la confrontation. Ça, il faut demander ça à un psy. Ce que je sais en revanche, c'est tenter de démêler ton dilemme relationnel. Alors, ton dilemme relationnel, dont encore une fois vous trouverez le texte ci-dessous, me semble être la chose suivante. Premièrement, le papa est absent. Secondo, tu évoques que l'attitude de ton
fils, dont on n'a pas le prénom, on va l'appeler Bob, on va l'appeler Bill. L'attitude de Bill envers toi n'est pas seulement, ne t'est pas réservée, entre guillemets, heureusement ou malheureusement, mais elle l'est envers toute sa famille. Donc tu vois bien que déjà, tu peux supprimer un paramètre de l'équation. Bah oui, ici on est logique, je rappelle qu'à la base je suis ingénieur, avant de m'intéresser au cœur humain, et c'est ce qui fait ma force d'ailleurs, c'est d'appliquer les sciences dures aux sciences molles. Donc il faut enlever, quand tu modifies un paramètre et que le résultat, le substrat de l'équation ne change pas, ça veut bien dire que tu te trompes de paramètre. Donc en réalité, moi je pense que déjà, dans le scope du problème, il faut t'ôter toi, tu n'es pas la raison du problème de ton fils, si ça te fait te sentir mieux, tant mieux, car tu vois bien qu'il est comme ça avec son entourage familial. Alors pourquoi est-il comme ça avec son entourage familial? Faut comprendre que quand ton fils grandit, il voit le monde à travers tes yeux, ceux de son père, les yeux de sa famille. Le monde extérieur n'est que il ne va chercher dans le monde extérieur que la confirmation de ce que tu lui en as dit. Et il se passe un moment très ingrat, qui est la période de dévoiement commune aux femmes et aux hommes, qui se traduit différemment, car les femmes ont beaucoup plus accès à la sexualité et sont sollicitées à l'adolescence, alors que les hommes, au contraire, ne le sont pas, beaucoup moins, ou par des vieux messieurs à Marrakech, peut-être. Il y en a un qui est décédé récemment, je crois, mais enfin, il en reste quand même pas mal d'autres. L'adolescent, ce qu'on appellerait l'adolescent en rébellion, est un enfant, est un jeune adulte qui voit non plus le monde à travers les yeux de ses parents, mais ses parents à travers les lunettes du monde extérieur. C'est le temps passé avec ses amis et c'est la confrontation à ses amis et c'est l'apprentissage des différentes perspectives. Hein. Je ne suis pas un perspectiviste, mais l'adolescent a un passage comme ça, perspectiviste, où il se retrouve à confronter les familles de ses amis. Hein, il a toujours une relecture un petit peu idéalisée de ce qui se passe dans la famille de ses amis. On l'a tous vécu, on s'est tous imaginé à vivre chez le copain dont les parents avaient la villa avec piscine, ou chez la copine dont la maman semblait adorable et faisait des super bonnes pizzas à maison. Et donc, par cette comparaison idéalisée à la famille d'un autre, et finalement, ton enfant, le petit Bill, te voit à travers les yeux du monde. Et cette vision n'est pas reluisante. Pour l'instant, s'il n'a pas envie de vous fréquenter ou de passer beaucoup de temps avec vous, c'est qu'il vous juge inutile. Donc le sociologue et l'ex-ingénieur en sciences dures a envie de te dire, un petit peu comme quand les mamans s'affolent que le gamin n'a pas faim, mais s'il n'a pas faim, il n'a pas faim, il n'a pas envie de manger, vous n'avez pas le gaver avec un tube, c'est pas un canard, c'est pas une oie. Donc il te manifeste son désamour. Et toi, comme tu es une mère et donc tu es programmé organiquement pour lui donner ce qui lui manque, des expériences scientifiques, on me reproche également de ne pas citer la science. Oui, mais si je le cite trop, ça va être chiant également. Alors, vous voulez que je cite? Des expériences scientifiques ont prouvé, vous pouvez aller vérifier sur Internet, que le lait maternelle quand une maman biologique, hein, pas une maman de la manif pour tous, enfin pas une maman éprouvette, quand une maman biologique allaite son enfant, et que son enfant par exemple est malade, a un rhume, a la grippe, a une rhinopharyngite, a je sais pas quoi, la teneur en minéraux, en je sais pas quoi, en vitamines, et donc la couleur et la densité, l'aspect même visuel de son lait change. Car en fait, la tétée est une relation bijective, on dirait en maths, entre la femme et l'enfant qui se nourrissent l'un l'autre d'informations sur l'état de santé de l'un et de l'autre. Et quand l'enfant témoigne par le contact bucco-mammaire être malade, le lait de la mère s'adapte pour lui fournir les vitamines et les oligo-éléments dont il a besoin. Si vous me prenez pour un fou, allez vérifier, vous verrez que c'est vrai. Donc tu es en réaction biochimique, et tu ne supportes pas de voir ton enfant malade, et tu cherches donc, par mon intermédiaire, à lui fournir ce dont il a besoin. Ce qui m'amène donc à la deuxième et dernière partie de cette vidéo, ce dont il a besoin. Alors, ce dont il a besoin, pour le comprendre, j'aurais aimé que tu vis un épisode d'une fabuleuse série qui s'appelle Le Cosby Show, avec laquelle j'ai grandi.
Ou, alors c'est pour ça que parfois vous vous moquez ou vous trouvez surprenant que j'ai cet attachement tripal à Bill Cosby. Bah oui, c'est parce que mon père n'ayant été ni très présent ni très prévenant, c'est le moins qu'on puisse dire, il m'en fallait bien de substitution, et donc c'était Bill Cosby dans le Cosby Show. Voilà, moquez-vous si vous voulez, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre. Alors, donc dans cet épisode du Cosby Show, le garçon de la famille qui s'appelle Théo, puisque les parents, donc Cliff et Claire, avaient 5 enfants, dont 4 filles, donc un seul fils Théo, trouvait l'accueil parental un peu inconditionnel. Et finalement, il n'éprouvait pas la nécessité de se sortir les doigts du cul, ni à l'école, ni dans la vie. Et un jour, ses parents, pendant son absence, pendant une de ses journées à l'école justement, ont transformé la maison, se sont tous grimés en personnages de la vie quotidienne. Donc il y avait le plombier, la caissière du supermarché, le syndic de l'immeuble. Et quand il est rentré, ils lui ont demandé un loyer et lui ont facturé ce dont il se servait, les morceaux de poulet, les verres de jus de fruits dont il se servait dans le frigo. Alors, c'est un petit peu tard pour faire à Bill ce que Cliff et Claire ont fait à Théo. C'est un petit peu tard pour ton fils de 25 ou 26 ans, dont tu dis à juste titre que c'est un adolescent. Je t'encourage néanmoins à la méthode suivante, enfin aux épreuves suivantes. Premièrement, tu as parfaitement raison, l'amour inconditionnel de la mère, non seulement n'est pas forcément dû en cas de grande ingratitude, mais peut même être dangereux. J'ai expliqué dans une autre vidéo que les garçons que la mère n'a pas abandonné une seconde fois par égoïsme sacrificiel devenaient des garçons en proie à ce qu'on appelle les femmes fatales, qui vont leur faire souffrir la misère et leur faire comprendre les affres de l'abandon. Donc premièrement, à ce stade de son existence, il me paraît parfaitement justifiable que tu lui dises « Écoute mon garçon, j'ai à peu près tout, j'ai fait pour toi tout ce qui était en mon pouvoir, je me suis assuré que tu ne manquais de rien, que tu étais en bonne santé, maintenant débrouille-toi. Tu commences à nous casser les bonbons à ton père et à moi. » C'est une première chose. Secondo, tu me dis ou tu sous-entends que ton fils manque de motivation, et j'ai envie de te répondre, on va enlever quelques lettres à motivation, on va le transformer ça en motif. Quel motif cet homme immature, cet adolescent, cet homme enfant aurait à grandir? Pour l'instant, il n'a pas de motif objectif à le faire, car il n'a pas rencontré la situation, la femme, la personne ou les gens, mais en général c'est une situation ou une femme, qui lui demande de sortir de sa coquille et de sa médiocrité pour se mettre à son niveau. En cela également, tu n'y peux rien. Voilà. Tu dois simplement, à ton niveau, accepter qu'on ne démêle pas les dilemmes relationnels dans un vide social, on ne vit pas sur une exoplanète, et donc ton fils s'en sortira ou pas en fonction de ses opportunités de rencontre et des gens qu'ils rencontreront, et ça ne peut pas être toi. Voilà. Le salut ne passera pas que par toi. Je t'encourage également dans un troisième et dernier point. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi structuré aujourd'hui, c'est parce que j'ai une veste un peu serrée, donc je me sens très structuré dans ma tenue, dans ma pose, et peut-être également dans ma pensée. Donc, partie 2.3, je t'encourage également à... Alors, vous allez me dire, il est un très mauvais commercial, ou il est fou, on pensait que c'est le roi du marketing. Je ne t'encourage ni à lui commander l'enfer du salariat, ni comprendre H pur. Je t'encourage plutôt à ton niveau, avec l'argent économisé, à venir vers moi, à me consulter de façon plus longue que cette petite ou cette grosse dizaine de minutes, à travers par exemple une consultation téléphonique dont tu trouveras l'adresse ci-dessous, et à voir comment gérer toi-même ce demi-deuil avec ton fils, car tu dois, un petit peu comme dans une relation de séduction, quand l'autre fait preuve de trop de marques d'irrespect accumulées, tu dois lui foutre la paix afin de lui créer et de lui offrir un motif de te recourtiser. C'est à lui de devenir une meilleure personne pour plaire à sa mère, ce n'est pas à sa mère de se plier en quatre pour plaire à son fils. Voilà. Vidéo courte,
je suis loin d'avoir tout dit, mais je tiens dans le carcan imposé par la chaîne. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je les encourage à parcourir mon site, mes séminaires, encore une fois, les liens sont ci-dessous. Et Stéphanie, j'attends ton appel.